Non, 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 non. Ok, c'est bon. Troisième réunion des États membres de la CBLT. Au centre de cette réunion, la lutte contre Boko Haram au centre des échanges. À suivre la teneur dans un instant. À suivre également dans cette édition la visite du ministre de l'enseignement primaire, bilan des écoles chrétiennes saccagées lors des manifestations à Zender et Niamey. Création d'une entreprise au Niger, désormais facilitée par les décrets du 31 juillet 2014. À suivre également les détails dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la télévision Dunia. Après, bien sûr, cette brève interruption de 5 minutes, vous le savez, donc, conformément donc, à l'Assemblée générale tenue par les organisations du secteur socio-professionnel des médias. Nous avons observé ces 5 minutes d'écran noir pour bien sûr exprimer tout ce que vous savez. Cela dit, début ce matin à l'hôtel Gawey de la 3e réunion des États de la Commission du bassin du lac Tchad et les partenaires techniques et financiers relatifs à la sécurité au Nigeria. Objectif élaboré, un concept stratégique au profit des pays membres de la CBLT dans la lutte contre Boko Haram. Isidore Banaba. Boko Haram aurait, selon Amnesty International, fait environ 2000 morts et plus de 20 000 déplacés ces derniers jours. Le bilan humanitaire est désastreux et Boko Haram semble vouloir annexer d'autres horizons. L'excursion de ces éléments au Cameroun en est une illustration. La communauté internationale, les partenaires techniques et financiers des pays membres de la Commission du bassin du lac Tchad se mobilisent avec un seul mot d'ordre: trouver les voies et moyens pour stopper la progression de la secte islamiste Boko Haram, à défaut de l'anéantir. Il se retrouve donc dans la capitale nigérienne, Niamey, pour élaborer un concept stratégique au profit des pays membres de la CBLT dans la lutte contre Boko Haram. Boko Haram constitue en effet une grave menace non seulement pour le Nigeria, mais également pour la région et l'ensemble du continent, et comme tel, ces activités appellent les efforts conjoints de l'Afrique et de la communauté internationale. Le récent massacre perpétré dans la ville de Bega, dans l'est de Borno, ainsi que dans un marché de Potiskum, au nord-est du Nigeria, avec l'implication de femmes kamikazes, parmi lesquelles se trouvait une fillette âgée seulement de 10 ans, dont la pleine mesure de la nature diabolique de ce groupe. La mutualisation des forces est plus que jamais nécessaire, car selon Bazou Mohamed, ministre des Affaires étrangères du Niger, la capacité de nuisance actuelle de Boko Haram est le résultat du manque de coordination militaire des États à contrer la secte islamiste. Boko Haram ne donc peut plus être considéré comme un problème du Nigeria, et à l'exemple des autres organisations terroristes comme AQMI et Daesh, dont elle est proche, elle constitue une menace pour la paix et la sécurité pour la région et même pour le monde. La montée en puissance de Boko Haram traduit notre lenteur et notre incapacité à lui opposer une réponse conséquente. Nous assistons en effet impuissants, comme cela avait été le cas du Mali, à la perte de la souveraineté du Nigeria sur des pans entiers de son territoire et à l'exportation de la violence
vers les pays voisins. Cette réunion devrait permettre de tracer le schéma pour la mise en place d'une force multinationale bien formée et mieux équipée, capable de mettre fin aux velléités de la secte islamiste Boko Haram. Justement, le mot religieux nigérien classé comme organisation terroriste sous la dénomination Boko Haram, son objectif étant de faire appliquer la charia dans les États nord du Nigeria. Ce groupe semble avoir des liens avec Al-Qaïda au Maghreb islamique. Mais qui est Boko Haram? Élément de réponse dans cet élément. Boko Haram, de sa nomination abrégée en Hausa, ou groupe sunnite pour la prédication et le djihad, est un mouvement religieux du Nigeria classé comme organisation terroriste par les États-Unis et fréquemment qualifié de secte. Le nom Boko Haram signifie « l'éducation occidentale est un péché ». Fondé en 2002 par Mohamed Youssouf, prédicateur radical à Maiduguri, capitale de l'État de Borno, l'organisation a pour objectif de faire appliquer strictement la charia dans tout le pays. Boko Haram, c'était d'abord une mosquée dotée d'une école coranique où les familles pauvres peuvent envoyer leurs enfants. L'organisation se politise et attire alors des jeunes étudiants en rupture de banc à l'université. Le groupe, activement combattu par les forces armées nigérianes, s'est illustré par une série de violences à l'encontre du gouvernement, des chrétiens et de la population musulmane des régions où il est implanté. Prônant un islam radical et rigoriste, voire sectaire, l'idéologie du mouvement s'inspire des talibans d'Afghanistan, rejetant la modernité et visant à instaurer la charia dans les États du nord du Nigeria et à l'étendre à l'ensemble du pays. Il lui est reproché de multiples exactions et des actes qualifiables de crimes contre l'humanité. Selon Marc-Antoine Pérouse de Monteclos, spécialiste du Nigeria, chargé de recherche à l'Institut de recherche pour le développement IRD, le groupe tient à la fois de la secte et du mouvement social. Dès ses débuts, il est sectaire de par son intransigeance religieuse, son culte du chef, ses techniques d'endoctrinement, son intolérance à l'égard des autres musulmans et son fonctionnement en vase clos. Cependant, pour Mathieu Guider, professeur d'islamologie à l'université Toulouse Jean Jaurès, Boko Haram n'est pas une secte, c'est un mouvement insurrectionnel islamiste. Dénonçant la constitution nigériane comme calquée sur les valeurs occidentales, Boko Haram déclare vouloir instaurer la charia et un État islamique sur l'ensemble du Nigeria. Cependant, à partir de 2010 et surtout des attentats de l'été 2011, il est possible que Boko Haram ait tissé des liens avec Al-Qaïda au Maghreb islamique. Voilà ce qui est de Boko Haram dans ce commentaire signé Ralia Sani. Suite aux manifestations samedi dernier qui ont occasionné, vous le savez, d'énormes dégâts au niveau des écoles chrétiennes de Niamey, la ministre des enseignements primaires s'est rendue ce matin au chevet de ces écoles chrétiennes. Objectif, s'enquérir de la situation et leur apporter le soutien moral à ces écoles. Le compte-rendu est signé Seyni Meikido Jibril. Cette visite de la ministre de l'enseignement primaire vise à s'enquérir des dégâts occasionnés par la manifestation anti-Charlie du samedi dernier au niveau des écoles chrétiennes de la capitale, mais également réconforter les responsables de ces écoles et prévoir des mesures urgentes pour remettre les élèves sur les bancs. La manifestation n'a rien laissé à ces écoles. Matériel didactique, manuels scolaires, des magasins de nourriture, tout est parti en fumée ou pillé par les manifestants. Au niveau d'une de ces écoles, la fumée est toujours présente 3 jours après la manifestation. Une situation que déplore la ministre en précisant que l'école est un joyau à conserver même en temps de guerre au vu de son importance dans la société. Ce que nous avons vu, vraiment, nous avons beaucoup déploré. Nous sommes très gênés, si je peux le dire. Nous sommes très choqués de constater ces dégâts-là. C'est vraiment un gâchis pour l'État. Et en saccageant ces établissements, c'est comme si on perturbait la scolarité de ces enfants.
l'État prendra toutes les dispositions pour que les auteurs de cet acte soient poursuivis et pour qu'ils puissent répondre de leurs actes devant les juridictions. Aussi, donc, l'État prendra les dispositions nécessaires pour réhabiliter ces établissements et permettre aux enfants de reprendre les chemins de l'école. Touché par la visite de la ministre, certains responsables d'école demandent pardon pour le mal qu'il aurait fait aux manifestants. Nous voulons dire merci à Madame la ministre pour cette visite de ce matin. Et merci à toutes les autorités de ce pays qui nous ont apporté leur soutien pendant ces dures épreuves. Et nous sommes réconfortés par ces actes, d'autant plus que nous avons reçu l'appui d'ores et déjà moral. Cela est très important. Nous voulons dire encore merci. Et merci aux parents d'élèves qui étaient venus pendant ces événements et apporter leur pierre pour empêcher que les dégâts soient plus importants que ce que vous avez vu. Tous mes remerciements aux autorités. Et merci parce que vous venez en ce moment très douloureux dire vous êtes avec nous et que les événements qui se sont déroulés n'affecteront en rien la poursuite des activités au niveau de l'éducation. Et à tous ceux qui ont cassé l'école, nous voulons vous dire pardon, vous demander pardon si nous vous avons fait quelque chose qui ne vous a pas plu. Au nom de toute l'école, de tous nos partenaires, nous vous demandons pardon. Félicité par la ministre pour le rôle joué lors de cette manifestation pour limiter les dégâts, les parents d'élèves joignent leur voix à celle des administrateurs des écoles victimes pour remercier la ministre pour la visite. Dès que nous avons perçu la tendance des événements, notre réaction c'était de les alerter immédiatement pour pouvoir essayer de sécuriser ce qu'on peut sécuriser. C'est ainsi qu'ils ont libéré les enfants et on a continué à suivre pas à pas le déroulement des événements pour essayer de dissuader qu'on aille au-delà des dégâts que nous avons connus. Donc une fois de plus, merci aux autorités pour le soutien qu'ils apportent à cette école. La manifestation du samedi dernier a porté un coup dur à l'école nigérienne et la ministre promet que les responsables ne restent pas impunis. Restons toujours avec ces graves événements, vous le savez, donc, qui se sont produits dans la capitale Niamey et dans les autres localités du pays et ont fait 10 morts et d'énormes dégâts matériels. Hamidou Alassane, membre de la coordination Lumana Africa de Tillabéri, s'est démarqué par rapport à la situation. D'autres précisions dans ce reportage signé Murtala Zubero. Les événements qui ont secoué le pays les 16, 17 et 18 janvier dernier, notamment à Niamey et dans certaines localités du pays, occasionnant du mort et d'énormes dégâts matériels, ont suscité plusieurs réactions au niveau des différentes couches sociales. C'est le cas de Hamidou Alassane, membre de la coordination régionale du Modern Falumana de Tillabéri, pour qui ces agitations ont une connotation politique. Lorsque nous avons regardé ce qui s'est passé à Zender et ce qui s'est passé à Niamey, vous l'avez tous vu, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est des casses. On a tout cassé. C'est comme si il faut mettre vraiment ce pays définitivement à plat. Or, ce qui m'a déçu, c'est que tous ces gens-là, aujourd'hui, qu'on ne me dise pas que les gens ont agi au nom de l'islam. Vraiment, il ne faut pas qu'on fasse de l'amalgame. Les associations religieuses s'étaient prononcées. Elles ont dit clairement qu'elles n'ont poussé personne à aller agir au nom des associations religieuses. Ça, c'est entendu de tout le monde. Selon Hamidou Alassane, ces manifestants cherchent à déstabiliser le régime en place. Les responsables politiques de l'opposition, la moindre des choses voudrait que, même s'ils avaient programmé à marcher, d'observer au moins un jour de silence. Même si les autorités de la communauté urbaine de Niamey n'ont pas empêché, le bon sens voudrait que ces gens-là se réunissent pour dire ce qui s'est passé à Zender, ce qui s'est passé à Niamey, c'est nos enfants, il y a eu des morts, il faut respecter les morts, on arrête. Ce qu'on a prévu le dimanche, on ne doit pas le faire. Mais les gens ont fait.
comment voulez-vous que nous ne disions pas que c'est politique? Donc, c'est pourquoi j'ai dit que ceux qui ont agi, moi je vais parler donc de Lumana, ceux qui ont agi, en tout cas, s'il y a des militants de Lumana qui sont partis donc dans ces casses-là, ils n'ont pas agi au nom de Lumana, ils ont agi à leur nom donc personnel. Je suis membre fondateur de Lumana, je suis membre du bureau politique de Lumana. Et aujourd'hui, je suis de ceux-là qui ont dit on soutient le président de la République. On l'a soutenu. On continue à le soutenir. Il a par ailleurs appelé le peuple nigérien à plus de cohésion pour que règne la paix et la quiétude sociale au Niger. Je lance un appel. Et j'ai vu et j'ai bien écouté donc de manière lucide le discours donc du président de la République. C'était vraiment un discours de quelqu'un qui est blessé, mais il a montré qu'on peut encore se ressaisir. Il faut que les Nigériens aiment ce pays-là. Le président de la République ne peut pas faire tout d'emblée, mais ce qui est sûr, il a succédé à des personnes qui ont posé donc des pierres, il est venu, il a continué. Aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire dérange beaucoup de gens. Pour ceux qui sont à Niamey, il faut être aveugle pour ne pas voir ce qui se passe. Le Niger est connu pour être un havre de paix. Le pays n'a jamais connu de ce genre d'événement. L'appel au calme et la retenue du président de la République doit être entendu par l'ensemble des Nigériens de tous les bords politiques. Le Conseil national de la jeunesse, lui, a effectué ce matin une visite dans les locaux du groupe de radio et télévision Dunia. Objectif, apporter leur soutien à la presse suite, bien sûr, au désagrément qu'elle a connu lors des manifestations qui ont lieu le samedi et dimanche à Niamey et à l'intérieur du pays. Précision dans ce compte rendu signé Rali Hassani. Lors des manifestations anti-Charlie Hebdo et celle de l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République, le week-end dernier, la presse a été victime de violences de la part des forces de l'ordre. C'est donc pour apporter son soutien à l'ensemble de la presse nigérienne que le président du Conseil national de la jeunesse et son staff ont effectué cette visite dans les locaux de la radio et télévision Dunia. Une occasion pour le président du Conseil national de la jeunesse de réaffirmer son soutien indéfectible à la presse, particulièrement à la jeunesse nigérienne. Pour nous, il est un devoir de venir vous apporter notre soutien, notre compassion pour le travail remarquable que vous êtes en train de faire. Nous avons vu que ces dernières 12 heures, des journalistes ont été tabassés par les forces de l'ordre. Nous pensons que ce n'est pas bien. Du moment où son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, était l'un des premiers chefs d'État africains à signer la déclaration de la montagne de la table, pour nous, cela démontre l'engagement politique du chef de l'État à la liberté d'expression. Mais si, par ailleurs, les forces de l'ordre, au lieu de sécuriser la presse, les insécurisent, je pense qu'il y a un problème. C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons suivi ce qui s'est passé le week-end. Pour nous, on ne pouvait pas rester indifférents. Donc c'est l'occasion pour vous apporter tout notre soutien et vous dire de continuer dans le même sens. Dunia a toujours été aux côtés du Conseil de la jeunesse, a toujours été aux côtés de la jeunesse nigérienne dans son ensemble. Les caméramans sont des jeunes, les journalistes sont des jeunes, Adouna, même la rédactrice en chef est jeune. Donc, à cet effet, nous sommes là en tout cas pour vous dire que nous sommes avec vous et vous demander de ne pas baisser les bras. Le droit à l'information est un droit fondamental, mais si vous ne partez pas sur le terrain, je me demande bien comment est-ce que cela va se matérialiser. Donc vraiment, continuez dans le même sens. La jeunesse nigérienne sera toujours à vos côtés. Les responsables du groupe Dunia saluent cette initiative et encouragent le Conseil national de la jeunesse à persévérer dans ce sens. Vous avez tenu à faire le déplacement pour nous apporter un soutien moral. Un geste ô combien noble qui vous honore
Et très sincèrement, nous vous en savons gré. Je vous dis encore merci. Cette visite du Conseil national de la jeunesse nous touche à plus d'un titre. C'est lorsque vous avez des problèmes à gérer ou lorsque vous êtes vilipendé ou que vous êtes insécurisé qu'on reconnaîtra certainement ses amis, ses alliés et ceux qui sont de cœur et de vrai cœur avec vous. Votre visite nous touche à plus d'un titre et ça va nous galvaniser à travailler plus. Cette visite témoigne de la solidarité et des liens de coopération qui existent entre le groupe de presse Dunia et le Conseil national de la jeunesse. Un conseil qui se dit extrêmement touché par les événements vécus par la presse. Et puis à suivre ce communiqué de presse de la coalition des organisations nigériennes des droits de l'enfant CONID Niger, la coalition des organisations nigériennes des droits de l'enfant CONID Niger, profondément préoccupée par la situation sociopolitique actuelle que traverse notre pays, fait la déclaration dont la teneur suit. Constatant la menace grave à la stabilité et à la cohésion sociale du pays, constatant la recrudescence des violences de toutes sortes, parfois aveugles, qui n'épargnent pas les journalistes dans l'exercice de leur métier, considérant bien sûr les saccages sur les lieux des cultes chrétiens et les exactions perpétrées sur certains chrétiens et leurs familles, surpris par la présence massive d'enfants dans les rangs des manifestants, toutes choses contraires aux principes des droits fondamentaux de l'enfant. Choqués par la mort tragique de plusieurs de nos compatriotes dans ces violences, exhortent les parents à plus de responsabilité dans la protection de leurs enfants pendant les manifestations. Invite par conséquent l'ensemble des parents des enfants à épargner donc leur progéniture des dangers inutiles, voire leur péril dans les manifestations. Demande avec insistance aux autorités de prendre toutes les mesures idoines afin que les lieux de culte chrétiens soient préservés, que les églises saccagées fassent l'objet de réparation avec le soutien du gouvernement. Demande à l'État de garantir la liberté de presse et condamne les exactions exercées sur certains journalistes dans l'exercice de leur métier. Apporte leur soutien aux camarades Amadou Boubacar interpellés par la police judiciaire. Demande à la majorité et à l'opposition de se retrouver autour d'une table de négociation afin d'épargner à notre pays les dures épreuves d'une instabilité sociale et politique dont nul n'a besoin en cette ère de menaces terroristes dans notre sous-région. Présente aux familles des personnes décédées leurs condoléances donc et leur soutien moral. Autre communiqué, cette fois-ci sous forme bien sûr de réponse du 19 janvier 2015 du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation des affaires coutumières et religieuses au président du MNSD Nassara Albadé Abouba. Dans cette lettre numéro 169, le ministre Hassoumi Massaoudou dit prendre acte des conclusions de la session extraordinaire du MNSD Nassara des 26 et 27 novembre 2014 et des assises du congrès ordinaire du dit parti tenu le 29 et 30 novembre 2014 au palais du 29 juillet. Je propose à présent de suivre la réaction du président du MNSD Nassara. Le ministre à M. Albadé Abouba, président du bureau politique national du Mouvement national pour la société de développement MNSD Nassara. Objet 8e congrès ordinaire du MNSD Nassara. Référence votre lettre numéro 007/MNSD/BPN du 1er décembre 2014. Monsieur le Président,
en réponse à votre lettre citée en référence, par laquelle vous me transmettiez les actes du Conseil national réuni en session extraordinaire les 26 et 27 novembre 2014 et des assises du congrès ordinaire de votre parti tenues les 29 et 30 novembre 2014 au palais du 29 juillet, j'ai l'honneur de vous informer que je prends acte des conclusions des dits travaux. Agréez, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées. Signé Massoudou Hassoumi. Nous avons toujours dit dans la situation qui prévaut au MNSD, il n'y a pas de victoire de la même droite sur la même gauche. Nous avons intitulé notre congrès « Congrès du Rassemblement et du Renouveau ». Et nous tenons à la cohésion et à la solidité des rapports au sein du MNSD Nassara. Toutefois, nous serons également intransigeants quant à la mise en œuvre des résolutions du Congrès, autant que celles issues préalablement du Conseil national, de leur mise en œuvre. Donc, consécutivement, à partir d'aujourd'hui, et je le dis à l'intention de nos militantes et de nos militants, autant au niveau national qu'au niveau international, que la légalité et la légitimité au sein du MNSD est détenue par le bureau politique issu du 8e congrès ordinaire du MNSD Nassara tenu, comme je l'ai dit précédemment, les 29 et 30 novembre 2014 au palais du 29 juillet, dont on m'a fait l'honneur de me désigner président. Actualité dans les régions à présent avec l'association nigérienne de lutte contre la corruption section Transparency International qui a initié dans la salle de conférence de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger de Dosso, plutôt une journée de réflexion sous le thème journalisme d'investigation au Niger. Objectif faire l'état des lieux du journalisme d'investigation au Niger. Aussi Abdraman Seyniaï. Relever et combattre la corruption sous toutes ses formes en impliquant un grand nombre de couches socio-professionnelles de notre pays, c'est le but de cette journée de réflexion initiée par l'Association nigérienne de lutte contre la corruption, section de Transparency International à l'intention des hommes des médias, sous le thème journalisme d'investigation au Niger, état des lieux, défis et perspectives. En prononçant un discours à cette occasion, le secrétaire général de l'Association nigérienne de lutte contre la corruption a exprimé sa conviction de l'utilité du journalisme d'investigation pour la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance dans notre pays. La question de l'investigation est au centre des préoccupations de notre association, car elle est indispensable pour la promotion de l'intégrité, la transparence, la lutte contre la corruption, gage du développement économique, social et culturel de notre pays. C'est pour cette raison que l'association nigérienne de lutte contre la corruption section de Transparency International a envoyé en 2003 5 journalistes nigériens en République de Guinée et au Burkina Faso pour une formation en investigation. C'est dire que nous sommes convaincus à l'ANLC de l'utilité du journalisme d'investigation pour la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance. En prononçant le discours d'ouverture de cette journée de réflexion, le secrétaire général du gouvernorat de Dosso a dit que si la loi nous confère des avantages certains dans l'expression de la liberté, elle nous oblige également à respecter les règles d'éthique et de déontologie qui régissent l'exercice du métier de journaliste afin de promouvoir la culture de la paix, de la tolérance et de la coexistence pacifique entre citoyens. Je vous invite par conséquent à suivre avec une attention soutenue les différentes communications et attendre de chacun de vous un engagement sans faille dans les discussions
afin que vous exerciez votre métier dans un climat serein. Au cours de leur intense échange, les participants poseront les jalons de lutte contre la corruption à travers le journalisme d'investigation, un outil important de gestion et de bonne gouvernance. Retour à Niamey, cette fois-ci avec le ministère du Commerce, de la promotion du secteur privé qui organise depuis ce matin un atelier de vulgarisation du décret numéro 2014-503 et du décret numéro 2014-504 pris le 31 juillet 2014 par le gouvernement afin de faciliter la création d'entreprises au Niger. Et c'est le ministre Alma Oumarou, ministre du Commerce bien sûr, qui a dirigé ces travaux. Compte rendu signé Youssouf Omar. Créer une entreprise au Niger est désormais facile, pas cher et moins encombrant. Les deux décrets pris le 31 juillet 2014 par le gouvernement dans le cadre de l'amélioration de l'indicateur création d'entreprises en sont une preuve concrète. Ils contiennent tout un chapelet de bonnes nouvelles pour les futurs entrepreneurs et qui sont présents à cet atelier. Par ces deux mesures, le gouvernement entend ainsi faciliter la création des entreprises au Niger en réduisant le capital minimum qui passera de 1 million de francs CFA à l'époque à 100 000 francs pour la création d'une société à responsabilité limitée, SARL, en rendant facultatif le recours au notaire lors de la création d'une société à responsabilité limitée, en instituant enfin un modèle de statut type accessible pour tous les jeunes entrepreneurs. La tenue du présent atelier procède alors du souci d'informer et de sensibiliser le plus grand public cible du contenu de ces décrets et de les éclairer sur leurs tenants et aboutissants. Toujours dans le souci d'améliorer le climat des affaires, le nouvel entrepreneur n'a plus besoin de se rendre au palais de justice pour régularisation des dossiers. Nous avons pris une mesure réglementaire qui consiste à dire que vous n'êtes même plus, pour ce qui concerne Niamey, obligé d'aller au tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Partez à la chambre du commerce parce que nous y avons créé un guichet unique. Vous y trouverez le greffier délégué, vous y trouverez le délégué de la Direction générale des impôts. Donc toutes les procédures pourront se faire sur place. Je dis plus que ça. Il vous est interdit pour Niamey d'aller au tribunal hors classe de Niamey à partir de ce jour. Oui. Il vous est interdit d'y aller. Partez, vous faites tout là-bas. Si jamais quelqu'un vous dit venez là-bas, vous le dénoncez. Avec cette avancée dans la création des entreprises, le Niger veut améliorer son classement dans le rapport Doing Business, un rapport qui évalue le climat des affaires. Le ministère des Transports, lui, a organisé ce matin au Grand Hôtel de Niamey un séminaire régional de mise en œuvre de la stratégie de l'OACI par le programme d'identification des voyageurs. Objectif échangé sur la mise en œuvre de cette stratégie de l'OACI par le programme d'identification voyageurs. Le compte-rendu est signé Hima Seydou, Jamil Oumarou. La présente cérémonie consacre la présentation des vœux du nouvel an des agents du ministère des Transports à leur ministre de tutelle. Une cérémonie conviviale de retrouvailles mise à profit pour évaluer les résultats enregistrés ensemble et annoncer les perspectives. Le secrétaire général du ministère des Transports, en présentant les vœux au ministre Saleh Seydou au nom des collègues, a salué le dynamisme qui a régné au sein de ce ministère depuis sa nomination et tire un bilan satisfaisant. Cela fait exactement 1 an et demi que vous êtes à la tête de notre département ministériel. Grâce à votre sens élevé de responsabilité, votre sagesse, votre sincérité, votre clairvoyance dans la conduite des affaires de l'État, vous avez su imprimer une nouvelle dynamique dans la conduite des actions du ministère. C'est ainsi que le ministère s'est vu doté pour la première fois d'un tableau de bord contenant 23
axes stratégiques qui contribuent à l'atteinte des objectifs prioritaires déclinés dans l'axe 4 du PDS, à savoir l'amélioration de la desserte aérienne, le développement des services de transport terrestre de qualité, le renforcement des capacités de l'administration. Par votre abnégation et votre rigueur au travail, nous avons pu mener à bon port ces grandes orientations. Monsieur le ministre, nos vœux et l'engagement de l'ensemble du personnel à œuvrer à vos côtés afin que vous puissiez relever tous les défis de la renaissance dans le secteur du transport. En recevant les vœux, le ministre des Transports a souligné qu'au-delà du bilan, cette cérémonie est aussi l'occasion d'annoncer les couleurs de l'année 2015 avant d'appeler les agents à redoubler d'efforts pour une atteinte globale des objectifs que s'est fixé le dit ministère. Au cours de l'année écoulée, nous avons enregistré, ça il faut le dire, des progrès énormes. Le résultat auquel nous sommes parvenus, tant dans le domaine de l'aviation civile, de la météorologie et des transports terrestres, traduisent notre action collective et notre volonté partagée à relever le défi de développement de notre secteur. Ils sont obtenus, ces résultats, grâce au concours de vous tous ici présents. Et nous devons nous convaincre de la nécessité de redoubler d'ardeur et d'initiative afin de conforter ces succès, mais aussi et surtout de gagner les nouveaux défis à venir. Et pour cela, nous devons davantage mieux nous organiser dans la transparence, dans l'équité et dans l'information. Comme il a été fait en 2014, un programme d'activité avec ses axes stratégiques est élaboré et sera partagé et mis en œuvre en collaboration avec vous tous. À noter enfin que la cérémonie a pris fin avec une collation. Vous l'avez sans doute constaté, il s'agit plutôt d'un compte-rendu par rapport à la traditionnelle présentation de vœux au niveau donc du ministère des Transports. C'était également l'occasion de faire le bilan des activités de ce département ministériel. Et c'était un compte-rendu signé Amina Ablaye. Restons au ministère des Transports, cette fois-ci pour revenir à cet atelier régional de mise en œuvre de la stratégie de l'OACI pour le programme d'identification des voyageurs. Objectif échangé sur la mise en œuvre de la stratégie de l'OACI par le programme d'identification voyageurs. Nous retrouvons cette fois-ci pour le compte-rendu Himassé. Ce séminaire régional de mise en œuvre de la stratégie de l'OACI pour le programme d'identification des voyageurs s'inscrit dans le cadre du renforcement de la gestion de l'identification, la sécurité des documents de voyage et le contrôle des frontières dans le Sahel et les États avoisinants et vise comme objectif d'échanger sur la mise en œuvre de la stratégie de l'OACI, notamment le programme d'identification des voyageurs. Le présent séminaire de mise en œuvre de la stratégie de l'OACI pour le programme d'identification des voyageurs est un programme qui a été approuvé par tous les États, les 191 États membres de l'Organisation de l'aviation civile internationale lors de la 38e session de l'Assemblée générale de l'Organisation de l'aviation civile internationale tenue à Montréal en 2013. Ce programme, donc, en ce qui concerne sa mise en œuvre, a bénéficié, en ce qui nous concerne aujourd'hui, de l'appui d'un certain nombre de partenaires. Les partenaires clés en la matière, donc, il y a le gouvernement canadien, nous avons aussi tout le système des Nations Unies.
Prenant part à cette rencontre, le secrétaire général du gouvernorat de Niamey est revenu sur les avantages des moyens de transport modernes ainsi que les risques qu'ils présentent. Notre monde est aujourd'hui un village planétaire où, grâce aux moyens de transport modernes, les mouvements de personnes et de biens sont devenus très intenses avec les corollaires de risques et de déstabilisation du fait d'individus non désirés. Aussi, le salut ne peut venir que d'un système efficace et consensuel d'identification des voyageurs, objet du présent séminaire auquel nous souhaitons plein succès. Procédant à l'ouverture officielle de ce séminaire, le ministre du Transport a exhorté les participants à échanger davantage sur la question récurrente de la sécurité. Dans notre sous-région, la menace terroriste et celle des organisations criminelles se sont accrues. En effet, 3 foyers restent actifs et se renforcent à nos frontières. Le foyer libyen, le foyer malien et le foyer nigérien. Ces 3 foyers sont naturellement des impacts directs sur notre sécurité ainsi que sur notre situation économique et sociale. Fin de citation. C'est donc conscient de cette réalité régionale que les plus hautes autorités du Niger ont donné leur accord pour que la présente rencontre ait lieu à Niamey, afin qu'ensemble nous trouvions des voies et moyens pour mieux gérer la situation sécuritaire à travers une meilleure identification des voyageurs et un réel contrôle aux frontières aéroportuaires de nos États. Durant 3 jours, les participants venus de plus de 10 pays de la sous-région échangeront sur cette thématique en vue d'apporter des solutions durables aux problèmes en matière de sécurité dans les voyages, l'identification et le contrôle des frontières. La grande chancellerie des ordres nationaux a reçu ce matin la visite des élèves officiers de l'EFOFA. Objectif, mieux connaître l'organisation et le fonctionnement de cette institution. Le compte-rendu est signé Maria Massoumana, Tijani Moukela. Ils sont au total 51 élèves officiers originaires de 7 pays d'Afrique de l'EFOFAN à visiter la grande chancellerie des ordres nationaux du Niger. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la découverte des institutions de la République et qui vient ainsi compléter la formation de ces élèves officiers en dernière année de formation. Ces visiteurs ont donc eu droit à un brillant exposé sur l'organisation et le fonctionnement de cette institution. C'est une visite qui permet en fait à nos élèves de prendre connaissance des institutions en fait de la République. De manière générale, sur le plan pédagogique, en fait, les attentes, c'est de permettre en fait aux élèves officiers qui sont des apprenants de prendre connaissance et puis d'être un peu familiarisés à la mission, à l'organisation en fait de la grande chancellerie. Visiblement satisfaits de cette visite, les élèves espèrent renforcer leurs capacités et leurs connaissances grâce à cette initiative. On a pu découvrir vraiment ce que c'est que cette chancellerie d'une manière plus ou moins sommaire. C'est une institution vraiment très bien organisée avec un personnel dévoué au travail. C'était une visite vraiment très intéressante parce que ça nous a permis de voir comment les institutions nigériennes sont très bien organisées et puis comment aussi le personnel aussi de la grande chancellerie est vraiment très dévoué au travail. Même sentiment de satisfaction chez les agents de la grande chancellerie qui exhortent d'ailleurs les autres étudiants à emboîter le pas aux élèves officiers de l'EFOFAN. Ça nous encourage à persévérer dans les activités que nous menons, puisque effectivement nous cherchons à faire connaître la grande chancellerie des ordres nationaux, puisque la plupart des Nigériens, même certains ministres, ne connaissent pas les attributs et les activités que mène la grande chancellerie. C'est une bonne chose, nous apprécions à sa juste valeur. Vraiment, nous encourageons les autres institutions, les autres écoles de formation, que ce soit le secteur privé ou public, à y venir découvrir l'institution qu'est la grande chancellerie des ordres nationaux, qui est chargée de l'administration des différentes médailles, de récompenser ceux qui ont
rendu d'éminents services à la nation. Les élèves officiers de l'EFOFAN quittent ainsi heureux cette importante institution pourvoyeuse de distinction honorifique. Prochaine institution à visiter, la Cour des comptes. Autre aspect de cette édition avec l'ouverture ce matin dans la salle de réunion de l'INRAN à Kolo de la réunion de concertation des cadres de Niger Post. La rencontre a pour objectif de faire le bilan des activités de l'année 2014 et des perspectives pour l'année 2015. Le compte rendu est signé Al-Mokhtar Kainé, Soumaïla Dandi. Les présentes assises marquent l'ouverture des travaux annuels des cadres du Niger Post. Une rencontre qui, depuis 4 ans, se veut être du donner et du recevoir, avec pour but de permettre aux participants de dresser chaque année le bilan des activités de l'année écoulée et de tracer les orientations de la nouvelle année. Cette initiative que nous saluons à juste titre trouve sa pertinence au regard de sa conformité avec les préoccupations des plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquelles le président de la République, son Excellence El Hadj Mahamadou Issoufou, et le Premier ministre, son Excellence M. Birji Rafini, qui luttent inlassablement pour la relance de tous les secteurs socio-économiques de notre pays. Le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique a, dans son discours d'ouverture des travaux, souligné la volonté politique des plus hautes autorités à accompagner Niger Post pour un développement et un réforme du secteur postal au Niger. Les présentes assises me donnent également l'occasion pour saluer, encore une fois de plus, l'important travail de transformation profonde de Niger Post que Niger Post a engagé, s'inscrivant ainsi en droite ligne du programme de renaissance du Niger. Je note avec satisfaction qu'entre 2011 et 2014, Niger Post a pu améliorer considérablement son chiffre d'affaires, étendre son réseau postal par la création de 34 points de contact, créer 263 emplois dont 108 permanents et 155 temporaires et renforcer les capacités de son personnel à travers la mise en place d'un plan de formation initiale et continue adapté au contexte concurrentiel et technologique du secteur. A noter qu'en début de cérémonie, le directeur régional Asman Souley a souhaité la bienvenue à l'assistance. De ces travaux de 2 jours sortiront sans nul doute des recommandations pertinentes qui permettront à Niger Post, opérateur national en charge du service postal universel, de consolider ses acquis et de poursuivre sa progression sur le marché. Et puis à suivre cette cérémonie d'inauguration d'une bibliothèque au CEG du département de Tilia, c'est dans la région de Tawa, un don du projet Paix à travers le développement PDF2. Et c'est le secrétaire général du département qui a présidé la cérémonie. Asman Amadou, Mohamed Rabiou Seydou. Cette cérémonie organisée par le projet Paix à travers le développement PDF2 marque l'inauguration de la bibliothèque du CEG de Tilia, un geste d'intérêt général au profit de la jeunesse salué par le secrétaire général du département de Tilia dans la région de Tawa. À l'occasion de l'ouverture de cette bibliothèque du CEG de Tilia, la première d'Ijal, donc c'est un réel plaisir, c'est un honneur pour nous, c'est une fierté d'accueillir ce premier joyau, je peux l'appeler ainsi, que le PDF, à travers ses partenaires, a voulu bien mettre à la disposition des jeunes du collège de Tilia. Et cela est une joie aussi pour nous, parce que cela cadre parfaitement avec le programme de la Renaissance du président de la République. Donc nous ne pouvons que nous en réjouir. C'est un sentiment de joie qui anime ces élèves dans le sens que cette bibliothèque va améliorer sans nul doute leurs conditions d'exercice au profit d'un bon résultat à la fin de l'année académique. Je prends la parole au nom de tous les élèves du CEG de Tilia pour vous exprimer notre gratitude de ce don
d'une valeur inestimable que vous nous avez faite. Donc je remercie infiniment l'ONG PDF et les représentants ici pour cette aide que vous nous avez faite. Réjoui de cette initiative du projet Paix à travers le développement PEDEV 2, le directeur de CEG de Tilia se prononce sur la composante et l'utilité de ce document. Nous allons utiliser ces livres à bon escient. Nous nous efforçons d'entretenir ces livres. Le coordinateur régional PEDEV 2 Tawa a souligné les objectifs visés à travers cet appui à la jeunesse du département de Tilia. Et cette cérémonie aujourd'hui, c'est l'appui à la création d'une bibliothèque au profit des jeunes scolaires de la commune de Tilia, qui est un de nos premiers objectifs du programme USAID PEDEV2. Aujourd'hui, nous sommes à la stratégie axe stratégique 1, qui est l'autonomisation des jeunes et appui à la jeunesse. C'est pour cela que nous sommes aujourd'hui au niveau de Tilia pour l'appui de cette bibliothèque. Et Inch'Allah, il y a des projets de jeunes que nous sommes en train de financer qui vont suivre après pour ce genre d'activités au niveau de ce département. À la fin de cette cérémonie d'inauguration de la bibliothèque de CEG de Tilia, les autorités administratives et coutumières du département, le coordinateur régional PEDEV 2 ont prodigué des sages conseils aux bénéficiaires pour qu'ils puissent utiliser ces documents à bon escient. Dans ce journal avec le 6e concours culinaire, c'était le dimanche dernier dans l'enceinte de la Maison des Jeunes et de Culture Garbaloga des femmes de Dosso, un concours de mets traditionnels sponsorisé par la firme Mimido de Himadou Hamani. Le compte rendu de Aoussi Abdraman et de Seiniaï. Au nombre de 12, les participantes à ce 6e concours culinaire ont présenté des mets traditionnels succulents entièrement sponsorisés par la société Himadou Hamani qui exporte le cube Mimido dans notre pays. En prononçant un discours, la directrice adjointe de la société Mimido a souligné l'importance de cette cérémonie qui met en valeur les richesses culturelles culinaires de notre pays. En vue de promouvoir et valoriser nos plats traditionnels, l'Association des femmes communicatrices en langue du Niger, AFCLN Tigaba, en partenariat avec la société Mimido, a initié un concours culinaire dans toutes les 8 régions de notre pays, après les régions de Maradi, Zander, Tawa, Difa et Agadez. C'est au tour de la cité légendaire de Germakoy d'accueillir la 6e étape de ce concours culinaire. Pour sa part, le secrétaire général du gouvernorat de Dosso, représentant le gouverneur empêché, a dit que le présent concours culinaire montre l'engouement des femmes nigériennes à l'art culinaire de notre pays. Vous savez, cette année, il est sans conteste que notre région a été une région excellente. Et qui dit excellent, dit disponibilité de produits agricoles. Et je pense que c'est l'occasion pour que les promoteurs puissent sincèrement sensibiliser nos populations, sensibiliser nos femmes, nos mères, nos épouses, pour qu'elles puissent nous préparer réellement un plat des mets réellement nigériens. Une fois encore, je voudrais remercier les promoteurs de cette initiative pour l'initiative qu'ils ont eue de faire cette activité tournante au niveau des régions pour mettre en relief nos différentes potentialités et permettre aux uns et aux autres de découvrir les capacités culinaires de nos femmes et nos produits agricoles. Après la présentation et la dégustation des différents mets ainsi que des jeux de questions-réponses, se succède la proclamation des résultats. La première remporte 1 million, suivie de la deuxième 500 000 et la troisième qui reçoit 250 000 francs, un parasol et un panier de cubes Mimido chacune. Celles-ci n'ont pas caché leur satisfaction. Les autres reçoivent la somme de 50 000 francs chacune comme prix d'encouragement. Il faut noter que les femmes de Dosso n'étaient pas restées en marge de ce concours qui vaut la peine d'être vécu.
Nous en venons à présent à la partie magazine de ce journal consacré à l'intervention du président du comité exécutif national du principal parti de la majorité, Bazoum Mohamed. C'était hier lors de la déclaration de presse rendue publique au siège du parti ANDP Zamalaya. Très bonne réception, au revoir. 5 de nos compatriotes. Certains sont des manifestants. Un est un gendarme en service dans le cadre du maintien de l'ordre de ce jour-là. Et un 5e, malheureusement, retrouvé mort le lendemain des événements, c'est-à-dire le samedi matin, carbonisé parce que tout simplement, il avait été tué dans l'incendie d'une des églises qui avait été attaquée dans cette ville. À Zender, il y a eu aussi des incendies sur le siège du PNDS Tareya, tout comme à Agadez. Et il y a eu de grands dégâts sur des biens appartenant à des personnes privées, pour la plupart de confession chrétienne, identifiées et agressées dans les quartiers où ils résident, au point où des populations autochtones de Zender, converties au christianisme depuis déjà plusieurs décennies, vivant en symbiose avec leurs parents, ont été obligés de trouver refuge dans des camps militaires et de vivre pendant ces 2 derniers jours dans des conditions particulièrement difficiles. À Niamey, vous avez été témoin des scènes terribles de feu par lequel des personnes qui avaient dès le départ un plan et qui pensaient pouvoir profiter de cette situation elle-même provoquée par la campagne qu'elles ont organisée sur le thème Charlie Hebdo, le christianisme, le président de la République, etc., etc., ont mobilisé et ont procédé à tous les dégâts que vous avez vus. Si les petits-enfants qui ont été mobilisés et qui ont été utilisés tant à Zender qu'à Niamey sont venus parfois par eux-mêmes parce qu'ils ont été abusés par cette campagne de stigmatisation de la religion chrétienne, ceux qui les ont aidés à brûler, ceux qui leur ont donné l'essence, ceux qui leur ont donné les allumettes, ceux qui les ont aidés, ceux qui ont été devant eux, ceux qui leur ont donné les pneus, ceux qui ont utilisé les pneus pour brûler, pour faire semblant que le pays brûle, ce sont des hommes politiques. Ce sont des personnes envoyées par des hommes politiques, de l'opposition en l'occurrence, qui ont vécu toujours dans un schéma illusoire qui veut que il va leur falloir renverser ce régime, mais pour pouvoir le faire, il leur faut le mettre à feu et à sang. Comme ils ne sont pas courageux pour sortir eux-mêmes directement, et on l'a vu hier, affronter la police et faire ce que les Burkinabés ont fait. Et comme ils ne sont même pas nombreux, comme ils sont minoritaires dans la société du Niger, comme ils savent qu'ils n'ont pas de soutien, ils ont profité de ces débats qu'ils ont entretenus, qu'ils ont envenimés, qu'ils ont portés à un niveau d'un cadre d'essence, et ils ont utilisé les jeunes. Ils ont utilisé les jeunes, et ce sont des personnes identifiées, des personnes politiques, assumant un mot d'ordre de partis politiques pour lesquels ils ont envoyé des missions à l'intérieur, qui ont fait le tour de tout ce qui, peu ou prou, ressemble à un étranger, à un chrétien, des bars, des restaurants, des Nigériens et de non-Nigériens, des Français et appartenant à d'autres communautés, ils les ont brûlés. À Zender, ils ont brûlé la bibliothèque du centre culturel franco-nigérien. Cette bibliothèque grâce à laquelle beaucoup d'entre nous, dont moi personnellement, sommes devenus ce que nous sommes. Je dois tout à cette bibliothèque-là. Sans elle, je n'aurais pas été ici aujourd'hui. Ils ont brûlé l'école mission de Zender,
celle qui a donné la formation à tous qui ont pu à Zender réussir pour être des cadres qui aujourd'hui participent au développement de notre pays. Ils ont brûlé des cathédrales, ils ont brûlé des églises, ils ont brûlé des temples, ils ont brûlé des restaurants qui coûtent cher ici. Ils ont brûlé l'école eau vive. Tout ça, c'est des hommes politiques. Ce n'est pas des manifestants. Ce ne sont pas les enfants en guenilles que nous avons vus qui ne savent pas ce que c'est que l'eau vive, qui ne savent pas ce que c'est que le Toulousain. Mais il y a un plan politique qui veut qu'on s'attaque au bien des étrangers pour qu'ils prennent peur, pour qu'on dise que ça ne va pas au Niger et que pour que cette image-là qu'ils veulent renvoyer de notre pays intimide quiconque voudrait venir, le maintienne loin de notre pays. Mais pire que tout cela, l'effet de ce qu'ils ont entrepris, c'est que en s'en prenant et en faisant que ces enfants-là s'en prennent aux chrétiens et aux étrangers, ils suggèrent aux chrétiens et aux étrangers des pays nigériens de s'en prendre à eux. Et depuis qu'ils ont fait ça, nos compatriotes vivent la peur au ventre dans ces pays où ils sont minoritaires, où ils vivent paisiblement et où ils gagnent leur vie. Grâce à ce travail qu'ils font ailleurs, ils envoient de l'argent, qu'ils vont quand même faire leurs manifestations. Je trouve qu'ils sont indécents comme ça, qu'ils n'ont pas de respect pour les morts. Je trouve qu'ils n'ont pas de respect. Ils considèrent que 10 morts, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y en ait davantage. Je trouve qu'ils n'ont pas de respect pour leurs compatriotes traumatisés, qui ne peuvent même plus vivre dans leur maison, qui sont obligés de déplacer leur voiture de leur domicile, les placer ailleurs, qui sont obligés de déplacer leurs biens pour les mettre dans des domiciles d'autrui, d'amis, des frères, de musulmans, forcément. Je trouve qu'ils sont indécents. Je trouve qu'ils sont odieux dans cette façon de se comporter. Je trouve que atteindre des fins politiques par tous les moyens, ça s'appelle du machiavélisme. Et eux, ils sont en l'occurrence machiavéliques. Ils pensaient pouvoir utiliser les jeunes désœuvrés qu'ils avaient instrumentalisés le samedi, même le dimanche. Mais comme le président de la République a fait son adresse à la nation, et comme les responsables des associations religieuses qui ont compris le risque auquel la religion musulmane et les musulmans étaient exposés du fait de cette volonté d'instrumentaliser leur révolte légitime contre les caricatures du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, par Charlie Hebdo, ils avaient voulu profiter de ce contexte-là pour créer le trouble dans notre pays, pour semer le désordre et le chaos. Et les Nigériens ont écouté le président de la République. Les Nigériens ont écouté les chefs religieux, tant musulmans que chrétiens, lesquels, ces derniers, ont dit qu'ils pardonnent. Ils n'ont pas envenimé. Ils n'ont pas crié pour dire nous sommes une minorité traquée au Niger. Ils auraient pu le faire, mes chers compatriotes. Ils auraient pu le faire, mes chers camarades. C'est pourquoi il faut leur rendre hommage. Non, ils n'ont rien fait de tout cela. Ils n'ont pas dit, nous au secours, que nous sommes en train d'être détruits, qu'on est en train d'être massacrés, qu'on est en train d'être tués. Sauvez-nous, sauvez-nous, le monde, sauvez-nous. Non, 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 non. Ils ont dit, c'est un malheur que nous pardonnons. Ils ont appelé eux aussi à la paix. Je voudrais leur rendre hommage. Je voudrais réitérer mon image aux chefs des associations religieuses. Je les ai écoutés. Les hommes comme les dames, ils ont fait preuve d'éloquence. Ils ont fait preuve de sens, de responsabilité et d'élévation d'esprit. Tout le contraire des hommes politiques, vous les avez vus. Alors, on leur a dit, bon, on va voir le dimanche, vous allez marcher, non? Ils ont passé plein de messages sur les réseaux sociaux, sur leur téléphone portable. Le dimanche, ce sera le dimanche. Ils veulent rééditer ce qui s'est passé à Ouagadougou le 30 octobre dernier. Ils pensent que c'est aussi facile que ça. On leur a dit, chiche, vous les avez vus hier. Vous avez vu les rues désertes. Vous avez vu les rues désertes. Vous avez vu les rues désertes. Ils étaient aux abonnés absents. Nous, on les connaît. Nous, on a travaillé ensemble avec eux. Nous savons que sur les réseaux sociaux, ils sont très farouches. Nous savons que
quand il s'agit de répandre des rumeurs, toutes sortes de rumeurs. Une de rumeurs, ça consistait à dire que nous avons fui. Une autre, c'était de dire que les chefs religieux qui n'étaient pas venus à la rencontre avec le Premier ministre ont été arrêtés. Une autre, c'est de dire que ceux qui sont allés ont été corrompus. Une autre, c'est de dire hier, toute la matinée, que Mohamed Ousmane a été arrêté, comme si Mohamed Ousmane, s'il est arrêté, le ciel va tomber sur la terre. Et ainsi de suite. Voilà, ils pensent que lutter, c'est répandre des rumeurs. Je sais, je le reconnais. Je le reconnais. Leur virtuosité quand il s'agit de répandre de fausses rumeurs. Mais je ne leur reconnais jamais de courage. Et je leur reconnais leur incapacité à être à la hauteur de situation devant le drame. Ils ne comprennent pas qu'en tant qu'humains et musulmans par-dessus le marché, ils avaient à respecter les morts. Et une autre preuve, et nous allons le dire dans la déclaration, de leur collision avec les manifestants prétendument au nom de l'islam qui attaquent les bars. À Zender, je veux vous dire, à Zender, ils ont attaqué tous les bars, ils en ont épargné un seul. Ils ont épargné l'hôtel central. Le bar appartient à Mohamed Ousmane. Le bar appartenant à Mohamed Ousmane, qui abrite, tenez-vous bien, qui abrite un hôtel de passe. Pardonnez-moi de dire des choses comme ça, à mon âge. Mais ce bar de l'hôtel central, hein, ceux des Zender savent que c'est le bar le plus malfamé de Zender. Et en annexe, dans les anciennes chambres de l'hôtel central, maintenant, ça sert de chambre de passe. Cet hôtel-là, qui est un dépôt de bière, qui est un bar, qui abrite des chambres de passe, a été épargné. Mais les bars des autres ont tous été détruits. Comment on peut comprendre cela? Comment comprendre qu'on fait la sélection entre les bars? Les bars les plus malfamés, c'est eux qui sont épargnés. Mais les bars des honnêtes citoyens, eux, ils sont attaqués. Voilà, chers camarades, pourquoi nous allons faire cette déclaration pour porter à nos compatriotes l'analyse par laquelle il faut comprendre ces choses qui se sont passées et qui ne se répéteront pas, Inch'Allah, qui ne se répéteront jamais. Je voudrais dire, au nom de nos partis qui soutiennent le président de la République, que les musulmans du Niger sont des musulmans pacifiques. Les musulmans du Niger sont des musulmans comme Dieu leur a prescrit leur comportement à travers le message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'agressent pas. Il y a eu une manipulation. Il y a eu des erreurs. Nous demandons pardon à tous ceux qui ont pu être affectés par ces événements-là. Et l'État, Inch'Allah, s'engagera en faisant valoir la loi et rien que la loi pour assurer la sécurité des Nigériens. Dans notre tradition politique au Niger, qui date de 20 ans, un régime de démocratie et un peu plus de 24 ans, il n'y avait pas la pyromanie, il n'y avait pas l'usage du feu. Nous avons connu toutes sortes de situations. Nous avons connu des régimes issus de coups d'État que nous avons combattus. Nous avons connu des régimes qui ont viré au coup d'État. Nous avons lutté, mais ça a toujours été de façon pacifique. On n'a jamais brûlé le siège d'un parti, on aurait pu le faire. On n'a jamais brûlé le domicile de quelqu'un, on aurait pu le faire. Mais eux, maintenant, ils ont introduit une autre pratique, l'utilisation de l'essence et du feu. L'essence et le feu n'épargnent personne. Et ce n'est pas difficile de brûler une maison. Si quelqu'un peut le faire, un autre aussi peut le faire. Ce n'est pas bien ça. Il faut qu'ils arrêtent. C'est pourquoi les gens qui seront convaincus d'avoir commis des actes de pyromanie doivent être punis de façon que ce précédent ne se répète pas. Nous en appelons à la justice. Nous en appelons à la justice pour qu'elle soit particulièrement vigilante. Et que ceux qui ont utilisé le feu c'est très dangereux. Le feu est volatile. Le feu, il est simple d'usage.
Ce n'est pas compliqué, c'est la chose qui détruit le plus, mais c'est la chose qui est à la portée de chacun. Même un enfant peut mettre du feu. Surtout un enfant. Donc, par conséquent, il faut que la justice sévisse contre les gens qui ont mis le feu dans les églises, dans les sièges des partis, dans les résidences des responsables du PNDS Tareya. Il faut qu'ils soient punis de façon que demain, personne ne songe à utiliser le feu. Ils ont Internet, ils ont les chaînes de radio, ils ont des chaînes de télévision dédiées uniquement à porter leur discours incendiaire, qui les servent, qui exagèrent dans la façon de traiter les informations. Ça ne leur suffit pas. Ils ont Internet, ils ont les rumeurs, ils ont les journaux, beaucoup de journaux. Ils parlent, ils insultent, toute leur rage, ils l'expriment. Qu'est-ce qu'ils veulent pour utiliser le feu? Ils ont la possibilité de marcher. On leur avait donné l'autorisation. Et même demain, quand le calme reviendra, on leur donnera l'autorisation. Comme ça s'est passé partout au monde, comme ici, depuis toujours. Personne ne craint qu'ils fassent de marche. Personne ne leur interdira tant que ce n'est pas susceptible de créer des situations que nous avons le devoir, nous, de prévenir. C'est tout. Voilà donc, chers amis, ces choses-là ne se répéteront pas.